Alors, pour ce qui est de ce qu'on appelle généralement la révolte démocratique, en réalité, c'est la plus grande insurrection après celle de l'émirat Al-Qadr et de Ahmed Bey, qui ont commencé dès la conquête de l'Algérie, 1830-1848, qui était la fin des premières résistances, celle du beylik de Constantine, qui défendait en fait la souveraineté ottomane sur l'Algérie, et celle d'Emir Abdelkader qui, lui, luttait pour la libération de l'Algérie, de la présence militaire française, et qui aussi mettait en place les fondements d'un État algérien autochtone pour la première fois, depuis 3 siècles d'occupation ottomane. Donc la résistance de l'émirat Abdelkader, comme la résistance de Ahmed Bey, ont marqué les premières décennies de la conquête coloniale, la conquête française, d'abord militaire de l'Algérie, et qui ont été toutes les deux écrasées après 1848. 1848 à 1870, d'autres insurrections ont éclaté, mais plus localisées, plus limitées. Chaque fois qu'avançaient les colonnes françaises vers l'intérieur du pays, donc elles rencontraient des résistances de la part de communautés algériennes, tribales ou villageoises. Puis 1870, c'est un moment important parce que la France a eu le temps, durant ses premières décennies, de gagner à sa cause un certain nombre de notables algériens qui ont été en quelque sorte les tribus auxiliaires, ce qu'on appelait le Makhzen de l'époque turque, qui ont été reconduites dans le maintien de l'ordre, la levée de l'impôt pendant les premières périodes de l'occupation française. Et El-Mokrani, dans la Medjana, qui est une région intermédiaire entre Sétif et Constantine, El-Mokrani a été nommé Bachara, c'est-à-dire qu'il a en fait hérité des titres qu'avaient ses parents et ses grands-parents à l'époque ottomane. Lui a continué, sous la conquête française, à servir l'État français ou l'État central. Hein. Et puis arrive 1870, et 1870 c'est le conflit entre la France et l'Allemagne de Bismarck. Et dans ce conflit, la France décrète la mobilisation générale de tous les citoyens français et les sujets coloniaux. Or, Bachar al-Mokrani disposait effectivement de forces armées qui appartenait à, disons, sa confédération tribale, et se déplacer avec sa smala d'une région à l'autre pour le maintien de l'ordre et la levée de l'impôt qu'il allait verser à l'État français. Quand arrive le conflit et quand arrive la décision de mobilisation générale des citoyens français et des sujets coloniaux, Bachar al-Mokrani refuse d'appliquer ce mot d'ordre de mobilisation générale et entre de ce fait dans une rébellion contre l'État français. L'État français considère cela comme une insurrection et comme un refus d'obtempérer, et donc lance une action de représailles contre Mokrani et ses troupes. Et donc on commence à rentrer dans un conflit ouvert entre ceux qui étaient les auxiliaires de la France avec l'armée française d'occupation. La confrontation ne dure pas longtemps, puisque le rapport des forces est inégal à l'époque. Et c'est à ce moment-là que Ben Cheikh al-Abbas al-Hussein a fait appel au jihad. Abbas al-Hussein est un chef de la confrérie des Rahmaniyya. Et la confrérie des Rahmaniyya est une confrérie dont l'influence se répand sur l'ensemble du centre et de l'est algérien, y compris
dans les frontières avec le sud saharien. Donc en fait, c'est l'entrée en lutte de la confrérie de Rahmaniya qui donne à la révolte de Al-Muqarrani, ce qu'on appelle la révolte de Al-Muqarrani, une dimension insurrectionnelle quasi généralisée. Et on va retrouver les anciens khalifas de l'émir Abdelkader, c'est les chefs qui, au nom de l'émir Abdelkader, dirigeaient les régions différentes du Titri, de l'Algérois et de la Kabylie, y compris de la Souma, jusqu'à la Médiana. Tous ces anciens khalifas rejoignent l'insurrection de 1870, lancée par le Muqarrani et rejointe par la suite par Cheikh Al-Abbas al-Hussein. Donc au fond, la répression de cette insurrection va être, comme toutes les autres répressions, selon les termes des généraux français, brutale, durable et profonde. Donc ça va complètement détruire toutes les capacités physiques et humaines, matérielles et humaines, de la région. Mais en même temps, on va procéder à des exécutions sommaires, on va procéder à des jugements des leaders, des dirigeants de cette insurrection, dont une partie va être condamnée à mort et exécutée sur place, et une autre partie va être déportée en Nouvelle-Calédonie. Donc en gros, ce qu'on va retrouver en Nouvelle-Calédonie, ce sont les éléments les plus marquants, disons, les plus influents de ce qu'on a appelé la révolte ou l'insurrection de Al-Muqarrani. Donc ça, c'est un élément important parce que à partir de cette date, la France perd l'Alsace et la Lorraine. Et en perdant l'Alsace et la Lorraine, les populations de ces régions ont le choix soit de rester français, et donc la France leur propose de les installer en Algérie, soit de rester allemands et donc de continuer sous l'autorité allemande à exister, à occuper leurs fonctions et leurs activités sous l'autorité allemande. Donc, la vraie colonisation de l'Algérie commence avec l'arrivée des colons alsaciens et lorrains en Algérie, à qui on va assurer une installation durable grâce à des crédits, grâce à des subventions et grâce au transfert des terres des insurgés aux colons. Au fond, cette période-là de 1870, c'est un tournant historique de la présence française en Algérie. C'est la fin de la campagne militaire d'occupation et c'est le début de la colonisation de l'Algérie par une population européenne. Et donc, c'est aussi le début de ce qu'on va appeler la francisation de l'Algérie. C'est-à-dire qu'on va en fait détruire tout ce qui a été les structures, les institutions de la période antérieure, et on va mettre en place des structures et des institutions françaises, juridiques, judiciaires, de représentation administrative et politique. Donc au fond, l'histoire de la colonisation de l'Algérie, à proprement parler, commence en 1870 avec la déportation d'une partie des insurgés. Ça, c'est un premier point qu'il faut prendre en considération. Et cette colonisation d'Algérie va se faire et également par l'expropriation des terres, par le cadastre et le transfert quasi général des terres qui ont appartenu aux Algériens à la colonisation. Donc au fond, à la fin du XIXe siècle, 1890 et au début de 1900, la population algérienne est profondément atteinte dans ses équilibres fondamentaux, économiques, sociaux, culturels, qui ont été systématiquement détruits par l'armée française et par les institutions judiciaires françaises. Ce qui fait qu'on arrive au début du XXe siècle avec des plaques de misère, avec des
des manifestations de famine plus ou moins généralisées et une fragilisation de la population face aux aléas climatiques de l'hiver ou de l'été avec les sécheresses. Il faut rappeler, avant de rentrer dans le début du XXe siècle, il faut rappeler que les déportés en Nouvelle-Calédonie, d'abord ont été les déportés de l'insurrection d'Al-Muqrani, dont le frère de Bachar Al-Muqrani, qui est Boumozarek Al-Muqrani, qui a dirigé en fait réellement l'insurrection, vu que le Bachara a été tué quelques semaines après le début de l'insurrection. Et de l'autre côté, il y a eu aussi Abdelaziz, le fils du chef de la confrérie des Rahmaniya, qui a aussi dirigé donc, le djihad au nom des confréries et des Zaouïas de la région et de l'ensemble du pays contre la présence française. Donc ce sont ces deux personnages que Louise Michel va rencontrer, dont elle va faire la connaissance en Nouvelle-Calédonie. Évidemment, pour elle, déportée de la commune avec Rochefort, bon, c'était le premier regard, on a dû vous le dire, par rapport à ces personnages assez étonnants, avec leurs costumes traditionnels algériens, semblait être une curiosité, puis au fur et à mesure, comme militantes politiques. Il faut le rappeler, ce sont des militants révolutionnaires qui sont là en Nouvelle-Calédonie et rencontrent des gens qui, eux aussi, de leur côté, ont été des révolutionnaires. Donc au fond, cette double rencontre, dont on ne connaît pas l'effet du regard algérien sur Louise Michel et Rochefort et les déportés de la commune, ce serait intéressant aussi de faire une étude et une recherche sur archives de la façon dont les déportés algériens voyaient les communards. Ça aussi, c'est un double point de vue qu'il faut croiser. Un jour, peut-être, quelqu'un s'aventurera dans ce travail. Et donc, en fait, on sait ce qu'a été la condition des déportés algériens en Nouvelle-Calédonie grâce au regard de ces révolutionnaires communards. Bon, ce qui va nous laisser aussi dire que la commune, c'est un ensemble de mouvements, de courants politiques, de courants de pensée, qui vont se retrouver pour lutter contre, disons, le pouvoir en place, contre le Second Empire et le système politique qui opprimait les classes prolétaires à l'époque, ou le prolétariat qui était en train de naître à l'époque. Et donc en fait, on va retrouver dans ce mouvement de la commune des courants qui sont des courants proches de Karl Marx et de Engels, donc marxistes ou marxisants, socialisants ou communisants, mais on va aussi trouver des mouvements libertaires, des mouvements anarchistes. Tout ce bouillonnement révolutionnaire en Europe, et en particulier en France des années 1870 à la fin du XIXe siècle, vont donner naissance à tous les courants que nous allons connaître au début du XXe siècle, dont les mouvements marxistes-léninistes, les mouvements de type trotskiste ou les mouvements aussi anarchistes ou anarcho-syndicalistes. Et c'est très important, et y compris, donc, en dernier lieu, les mouvements libertaires. Donc, il faut aussi qu'on va retrouver au début du XXe siècle. Et il me semble que la visite de Louise Michel en Algérie à la fin de sa vie, cette tournée qu'elle fait en Algérie, elle le fait en tant que libertaire, sous une deuxième identité aussi, en tant que féministe. Or, ce sont les embryons, ce sont les signes avant-coureurs des mouvements que nous allons connaître par la suite au XXe siècle, dans l'entre-deux-guerres et beaucoup plus après la Seconde Guerre mondiale. Donc au fond, c'est toute cette question qui est posée par la visite de Louis Michel, et cette question
qui est posée par la visite de Louise Michel nous intéresse à nous, historiens algériens, parce qu'elle arrive, en fait, selon ce que j'ai pu lire et savoir, en tant que libertaire. C'est-à-dire un courant qui cherche à développer ses idées, ses positions dans des milieux libertaires se trouvant en Algérie. Je dis se trouvant en Algérie, mais pas algériens. Parce que dans cette époque et dans ce contexte des années 1900 à la Première Guerre mondiale, à 1914, dans cette première période du XXe siècle, on voit se mettre en place en Algérie les premières cellules, les premières sections de l'internationale ouvrière, c'est-à-dire de la seconde internationale, de la deuxième internationale. Et c'est en 1908 qu'on voit créer la fédération socialiste de la deuxième internationale en Algérie, 1908. À Alger même. Elle se crée à Alger et en fait, les premiers journaux, les premières publications sont Le Socialiste, hein, le journal Le Socialiste, et le journal La Lutte sociale, qui sont créés à Sidi Bel Abbès, qui est un des foyers de la deuxième internationale en Algérie, en 1909. Donc 1908-1909, c'est le moment où le socialisme deuxième international s'installe en Algérie et commence à recruter dans les milieux européens de la colonisation. Donc les éléments que va rencontrer et à qui elle va s'adresser Louise Michel, ces éléments sont soit des éléments, disons, européens, sont principalement des éléments européens, d'obédience socialiste ou libertaire, mais socialiste deuxième internationale. Et il faut bien préciser qu'à ce moment-là, les Algériens proprement dit n'ont pas, disons, de place, ne sont pas représentés, n'ont pas de droit à la citoyenneté et n'ont pas de droit à constituer des partis ou des sections de mouvements politiques. D'autant que la fédération qui se met en place, c'est la section d'Algérie de la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. Donc, la section d'Algérie de la SFIO, ce n'est pas la section algérienne de la SFIO. Donc, il faut bien mettre en place la question de la marginalisation, de l'exclusion de la partie algérienne proprement dite, autochtone, qu'on appelle dorénavant indigène, hein, de ce fourmillement, de ce bruissement, hein, de la naissance, disons, des premières sections de l'Internationale ouvrière en Algérie, dite socialiste. Et de ce point de vue-là, il faut très bien savoir que la question nationale et coloniale est détournée ou contournée par les socialistes SFIO en Algérie. Pour eux, cette question-là est une question qui n'est pas à poser, puisque pour eux, ce qui est important, c'est de relever matériellement et moralement les positions du prolétariat. Donc, relèvement matériel et moral du prolétariat d'Algérie et non pas du prolétariat algérien. Parce que le prolétariat d'Algérie, c'était un prolétariat essentiellement européen. Ce sont des ouvriers agricoles, ce sont des métayers, ce sont des ouvriers ou des manœuvres européens au service de la colonisation française, au service des colons français. Donc, au fond, c'est la mobilisation de classes, mais d'une classe prolétarienne ou prolétaroïde, européenne en Algérie, et non pas la mobilisation des Algériens dans des structures de la section d'Algérie de la SFIO française. Et améliorer le sort des exploités pour éviter le désastre, pour éviter la révolte, pour éviter la guerre dévastatrice. C'est-à-dire, au fond, on veut à tout prix éviter la conscientisation, la mobilisation, l'organisation des Algériens dans des structures politiques. Et donc, pour tout ce qu'on peut faire du point de vue socialiste, deuxième international à l'époque, c'est d'apporter une assistance
de mener des actions de bienfaisance ou à la limite de soutien à la condition des Algériens ou des indigènes, qu'on appelle aussi musulmans, qui ne sont pas encore assez mûrs pour atteindre le stade, disons, de la conscience prolétarienne, de la conscience ouvrière. Donc, au fond, la position politique par rapport à l'Algérie de la SFIO, c'est le rattachement de l'Algérie à la France, à la limite de faire de l'Algérie coloniale une république autonome par rapport à la France, mais d'une république intégrée à la souveraineté française. Donc la question nationale et coloniale est évacuée, et en fait, ce que probablement Louise Michel va venir dire, c'est des positions libertaires par rapport aux différents courants de l'époque, c'est-à-dire aux différents courants de droite, conservateurs ou réactionnaires, par rapport aux courants socialisants, mais des courants socialistes non favorables à l'indépendance et à la libération des Algériens de l'occupation coloniale. Et ça, je pense que c'est très important à rappeler. Donc, on en était à la position politique des socialistes en Algérie par rapport à la question du statut de l'Algérie. Et pour les socialistes deuxième internationale SFIO d'Algérie, la question n'était pas en fait celle de l'émancipation des peuples, du droit à la libre disposition des peuples. La question, c'était surtout comment apporter donc, un soutien pour l'amélioration des conditions juridiques et matérielles des indigènes. Donc au fond, la question de la séparation et la question de la libération et de l'émancipation des peuples était évacuée. Pour eux, les musulmans sont victimes d'une double exploitation. Celle des bourgeois locaux, des bourgeois indigènes, et celle des capitalistes agraires européens. Donc au fond, la limite de leur programme politique, c'est de soutenir l'amélioration, l'émancipation des classes opprimées par rapport aux classes dirigeantes, qui sont toutes les deux donc rejetées soit dans la bourgeoisie indigène, soit dans le capitalisme agraire colonial. Mais le droit de cité des Européens, pour les socialistes, est menacé par le nationalisme algérien. Et le même nationalisme algérien, donc, représente une menace contre les socialistes qui se trouvent pour la section d'Algérie de la SFIO en état de légitime défense par rapport au patriotisme arabe. Donc ça, c'est extrêmement important de le rappeler, et ce qui fait que l'octroi des droits politiques aux Algériens, aux indigènes, pourrait, pour les socialistes de l'époque, entraîner une catastrophe, un désastre pour la présence française en Algérie. Ça, il faut être très clair sur ce point-là. Et pour eux, les indigènes peuvent acquérir les droits et des droits français et la nationalité française, ils n'ont qu'à le demander. C'est uniquement sur le fait économique qu'il faut parler aux Arabes. Ça, je cite. Donc, au fond, nous sommes dans une situation de bouclage, d'enfermement de la majorité des Algériens. Il y a 5 millions d'Algériens qui vivent dans les campagnes. 5 millions, dont probablement un demi-million à 1 million dans les villes, dans les cités. Et ces 5 millions de ruraux sont dans des conditions effroyables. Je viens d'en parler à la fin du 19e siècle. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leurs terres les plus fertiles, ils ont perdu leurs relations avec, disons, leur communauté qui a été implosée, qui a été éclatée. Là a commencé l'exode rural vers les centres de colonisation, vers les centres urbains. Et donc, en fait, ces populations, aux yeux des socialistes de l'époque, que va rencontrer Louise Michel, n'ont pas droit de cité. Ils n'ont aucun droit, et donc
tout ce qu'on peut faire, c'est de leur apporter un soutien et une certaine aide pour l'amélioration de leurs conditions de vie matérielle et morale. Ceci dit, Louise Michel, donc je pense, il me semble, je n'ai pas de certitude à ce niveau-là, qu'elle arrive avec un autre langage, puisqu'elle a connu ces insurgés, elle sait à peu près ce qu'est la condition coloniale, et donc elle vient apporter une parole émancipatrice, mais en transgressant tous les codes, qui sont à la fois les codes de la droite coloniale, hein, de la droite dominante, conservatrice et réactionnaire, mais aussi les codes du socialisme de l'époque. Il faut se rappeler que la Troisième Internationale ne naît que après la révolution de 1917, la révolution d'octobre. C'est dans les années 18-19 que se fonde la Troisième Internationale. Et c'est la Troisième Internationale qui va poser d'une manière frontale la question nationale et coloniale. Dans les conditions d'adhésion à la Troisième Internationale, l'article 8, c'est d'exiger de tous ceux qui rejoignent la Troisième Internationale de se battre non pas seulement en parole, mais dans les faits, contre la domination coloniale et impériale du colonialisme français et européen dans les colonies. Et donc, au fond, il me semble, hein, je vais m'aventurer sur ce point parce que je n'y ai pas vraiment travaillé, que Louise Michel va se retrouver dans une situation où son auditoire est principalement un auditoire qui n'a jamais eu l'intention de donner la parole aux colonisés, qui n'a jamais eu l'intention de voir les colonisés se libérer de la domination coloniale, sauf peut-être un courant auquel elle appartient, qui est le courant libertaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que porte sur le plan politique le courant libertaire sur la question nationale et coloniale. D'où il semblerait aussi, pour ceux qui travaillent sur Louise Michel, qu'il serait important qu'ils voient s'il y a des archives, des correspondances, des rapports ou des études qui auraient transpiré à travers cette tournée algérienne de Louise Michel sur ce qu'elle a vu dans les différents départements algériens, à l'intérieur du pays et dans certaines villes, agglomérations ou centres coloniaux. Dans les salles de théâtre, que vous avez citées, celle de la rue d'Isly ou celle de la Bourse du Travail, il serait intéressant de voir qui représente ce public, qu'est-ce qui est là-dedans, d'autant que j'ai eu l'occasion de lire la thèse publiée en ouvrage de Claire-Marie Noër, il me semble, sur les socialistes français en Algérie, en particulier dans la Fédération d'Oran, avec Begara, qui a été un des secrétaires de la Fédération socialiste SFIO d'Algérie. Donc, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'aux années 50, il y a très peu d'Algériens qui adhèrent à ce parti-là. Et donc, en fait, nous sommes dans un socialisme en Algérie qui est un socialisme européen, pro-colonial, puisque nous allons retrouver chez Nejlen, dans les années 50, juste avant la guerre de libération, nous allons retrouver chez Soustelle des positions qui sont colonialistes, en fait. D'accord. Et donc la posture des Algériens aux alentours de 1904, c'est plus un héritage des insurrections précédentes? Est-ce que c'était politisé d'une manière ou d'une autre? C'était pas du tout politisé parce que sur le plan algérien, en fait, par rapport aux Algériens, le code de l'indigénat exigeait qu'ils ne se constituent pas en groupement politique, qui n'ait pas la possibilité d'aller à l'école, qui n'ait pas la possibilité de pratiquer leurs propres rites et leurs propres coutumes. Nous avons une somme de dispositions, de décrets, de circulaires, d'arrêtés et de lois qui interdisent aux Arabes et aux Algériens, d'une manière générale, toute activité de type
politique, culturelle ou artistique. Donc s'il y avait des choses, c'était sans doute clandestin, des actions ponctuelles, des choses Mais comme c'est ça. pour l'instant pas étudié, c'est pratiquement pas connu. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a vraiment, avec les études qu'ont faites d'abord André Mouchy, André Prenon et, euh, et aussi par la suite Gilbert Meignet, sur la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, Algérie passé-présent, nous savons qu'il y a la misère, il y a les famines, il y a un désastre démographique. Voilà ce qu'on sait. Donc les gens sont en train d'essayer de survivre, de surmonter les conditions que leur a faites la présence coloniale française. Il n'est pas question de position politique, d'organisation politique, et ça ne commence que ces prises de position politique, cette activité politique, l'émergence du militant politique, ne vient que dans les années 20, en France, dans la région parisienne, avec la naissance en 1926 de l'étoile nord-africaine. Bon, vous voyez, il y a une marge, il y a 20 ans entre 1904, 1906 et 1926. Et il y a la Première Guerre mondiale entre-temps. Donc, une autre histoire. Avant la Première Guerre mondiale, c'est le désert politique. C'est le désastre économique et social. Donc s'il y a eu des choses, c'est sans doute des choses méconnues ou très Méconnues, marginales. absolument, et très très marginales, non significatives historiquement parlant, sauf que ce qui existe, c'est dans les milieux européens. Voilà. En tant qu'expression politique, tribune, journaux, manifestations syndicales ou autres, culturelles, artistiques. Le théâtre d'Alger, l'opéra d'Alger, il est fait pour les Européens. Les théâtres de la rue d'Isly sont faits pour les Européens. C'est le tissu urbain européen qui reçoit ces activités. Dans la vieille ville de la Casbah, c'est l'interdit qui domine. C'est la marginalité qui domine. C'est l'exclusion qui domine. Voilà, c'est très important. Donc, le point de vue de Louise Michel est intéressant à connaître pour ceux qui travaillent dans les sources de première main de l'histoire de son voyage en Algérie. C'est très important de montrer qu'est-ce qu'elle voit, qui elle rencontre, avec qui elle parle. Quant à nous, de ce côté-là, du point de vue archivistique, aucune trace du passage de Louise Michel en Algérie dans cette période. Et à ce jour, très peu d'Algériens savent qui est Louise Michel. Et qu'elle est passée en Algérie. Et qu'elle est passée en Algérie, y compris de Français, qui sont des historiens avec qui j'ai discuté il n'y a pas longtemps. Très peu d'entre eux savaient qu'elle faisait son dernier tour avant de disparaître de l'Algérie. Voilà.